Et dans un premier temps, à l'exception des punks, les piercings sont plutôt réservés à une catégorie un petit peu spéciale, donc les sadomasochistes et la communauté LGBT. Est-on étonné? Moi pas. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de tatouages, de piercing et de modifications corporelles, mais cette fois-ci d'un point de vue sociologique et anthropologique. Cette vidéo est la suite d'une vidéo que j'ai faite il y a un mois sur l'histoire du tatouage et les anecdotes liées à celui-ci. Donc dans cette vidéo je vais vous partager 17 anecdotes sur le tatouage plus ou moins connues qui nous permettaient un petit peu de voir le tatouage différemment que uniquement comme une pratique de voyou jusqu'à très récemment. Si vous ne l'avez pas encore vue, c'est pas grave, je vous conseille d'aller la voir après cette vidéo, je la mettrai en lien à la fin de cette vidéo, vous n'aurez qu'à cliquer sur l'écran. Comme la vidéo anecdote, cette vidéo est grandement inspirée du livre Signes d'identité de David Le Breton qui est un sociologue, et donc aujourd'hui j'ai plus envie de m'intéresser sur la partie sociologique du tatouage et des piercings. Pourquoi est-ce qu'on se perce? Pourquoi est-ce qu'on se tatoue? Qu'est-ce que ça implique en fait dans notre société contemporaine? J'ai pris des notes un petit peu pêle-mêle dans ce livre et je vais vous partager avec vous ma réflexion sur le sujet. C'est parti! Mon plus gros complexe, et ce depuis toujours, c'est ma peau. Elle est trop sèche, trop texturée, avec trop d'imperfections. Je ne supporte pas qu'on regarde de trop près ma peau, je ne supporte pas qu'on me touche d'ailleurs, et je pense que les choses sont un petit peu liées. En tout cas, c'est en lien avec la vidéo d'aujourd'hui parce que je pense véritablement que nous sommes notre corps, et la peau, c'est ce qu'on voit en premier. Elle dit beaucoup de choses sur nous, bien sûr, sur sa qualité, par exemple. On peut avoir quelqu'un dans sa peau, et la peau, c'est aussi un sens, c'est l'organe du contact. C'est le premier contact qu'on peut avoir avec quelqu'un parfois. Être mal dans sa peau implique parfois la nécessité de la remanier pour être mieux dans son existence. Et toute intervention sur sa peau traduit le souci de changer son existence. On change son corps pour changer sa vie. Je voudrais commencer cette vidéo par vous dire que les parures corporelles existent depuis toujours. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on se concentre un peu plus sur notre société contemporaine. Petit rappel pour le plaisir de qu'est-ce qu'on appelle modification corporelle, en voici une liste. Les modifications qui ajoutent quelque chose au corps en premier lieu, donc les piercings, le maquillage, les bijoux, le tatouage, les implants, les scarifications et la laque de dents et les incrustations dentaires. Ensuite, il y a les modifications qui enlèvent, comme la circoncision, l'épilation, l'excision, la mutilation rituelle, la perforation et le limage des dents. Et enfin, les modifications qui façonnent le corps, comme par exemple le cou de girafe, allonger les oreilles, les stretcher, élargir les lèvres et les pieds chinois qui contractent le pied. Il existe de nombreuses raisons pour les modifications corporelles, en voici quelques-unes. On peut compter la beauté, l'affiliation à un groupe, des idées religieuses, le passage à l'âge adulte, la protection et aussi créer des zones érogènes. Alors, on va s'intéresser un peu à tout ça dans cette vidéo, mais en premier lieu, j'ai envie de parler du corps comme un manifeste. Big up à tous les scorpions. Je pense très sincèrement que le corps est un manifeste et ce n'est pas une idée qui date d'hier. C'est un moyen de montrer ses idées politiques, spirituelles, comme on a pu le voir par exemple dans ma dernière vidéo où je vous parlais des tatouages dans les différentes religions monothéistes par exemple. D'un point de vue historique par exemple, pour les hippies c'est le moyen de chanter leur connivence avec le monde, la nature, d'affirmer une confiance dans les ressources morales des hommes. Plus tard, les punks, eux, symboliseront le sérieux, la radicalité et aussi la haine de la société. J'ai souvent parlé des punks, notamment sur mon compte Instagram, j'avais fait une story sur l'éco-punk. C'est un mouvement, si vous ne le connaissez pas, qui est assez intéressant puisqu'il mêle donc musique punk et mouvement de libération pour les animaux. Je pense par exemple à l'album To a Nation of Animal Lovers de Conflict, qui est un des groupes punk anglais très connus de l'époque du coup. Bref, petite parenthèse. Autre groupe d'énergumènes, les skinheads, qui se font tatouer des têtes de mort, des symboles nationalistes, des divinités antiques. Oups, j'ai failli me faire tatouer ça. Et des trucs de guerriers, bien sûr, pour symboliser leur virilité et tout ça. Mais encore une fois, ce n'est rien comparé aux punks, puisque je reviens à eux, qui vraiment sont ceux qui ont poussé la bod le plus loin. Corps brûlé, mutilés, percés, tailladés. Une manière de montrer leur désaccord envers les conventions. Ils frôlent la performance en intégrant l'automutilation dans leurs concerts et leurs actions de protestation. Johnny Rotten, le batteur des Sex Pistols, exhibe des bras couverts de brûlures de cigarettes. Et il dit « La douleur ne me fait pas mal, j'ai fait ça moi-même pour m'amuser. Je pensais que ça pourrait être marrant.
Ça ne concerne personne d'autre que moi. Je n'accepterai pas que les gens critiquent pour ce que je fais à mon propre corps. Parce qu'il est à moi. Si j'ai envie de me couper la jambe, je le fais. Voilà, trop punk. Voilà, je pourrais parler un petit peu plus des Sex Pistols et de comment McLaren a réussi à faire coexister industrie du porno et du BDSM avec du coup des revendications punk anti-Margaret Thatcher de l'époque, mais on va pas en parler, on va rester sur le corps. Putain, je m'éparpille déjà, c'est compliqué. Bref, le corps c'est vraiment un moyen d'expression politique. Les Sex Pistols vomissaient en public pour exprimer leur avis de la politique, c'est un symbole très fort. Et même, c'est très fort d'aller à l'encontre des normes de la beauté en fait. Ils vont à l'opposé total, c'est l'événement des cheveux colorés. D'ailleurs, big up à Manic Panic, qui est une marque de coloration semi-permanente encore très utilisée aujourd'hui, qui a été fondée par 2 anciennes punks. Mais plus que tout, le mouvement punk met en avant de la scène une pratique alors très rare, et c'est aussi un des sujets les plus abordés sur ma chaîne, qui est le sujet des piercings. Épingles à nourrice fichées dans la joue, les lèvres, les mains ou ailleurs, aussi des boulons, des lames de rasoir ou bien des médailles religieuses fichées à même la peau. Bon, après il y a des trucs un peu gênants, genre ils se faisaient beaucoup tatouer des swastikas en référence aux nazis. Pas parce qu'ils étaient du même bord politique, mais pour montrer qu'ils en avaient rien à foutre de la politique. Voilà, bon. No future. Bon, par contre, dans les années 80, le mouvement punk se délite un petit peu et va vers la clochardisation, donc les punks à chiens, et la vie quotidienne. J'ai envie de dire, moi, les gens aux cheveux colorés avec des piercings, quoi. Le look punk, donc, persiste néanmoins. Encore aujourd'hui. Mais il a surtout été repris par la capitalisation, notamment avec Sandra Rhodes, qui était donc une styliste de New York, en fait, qui s'est complètement réapproprié le style punk, qui a vendu des robes déchirées des milliers d'euros. Voilà, c'est devenu une industrie du luxe en quelque sorte. Et aujourd'hui, on trouve d'ailleurs des sous-genres du punk, le new wave, le gothique, le grunge, etc. Bref, punk is dead comme chantait Crass, mais les piercings persistent. Les tatouages se diversifient, on a vu naître des nouvelles pratiques comme le cutting, le branding et aussi le stretching, bien sûr. Petit point historique sur la naissance des piercings modernes. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, les tatouages ça existe depuis toujours, les modifications corporelles aussi, les piercings ça existe depuis très longtemps, mais les piercings modernes comme on connaît aujourd'hui apparaissent véritablement dans les années 70 aux États-Unis sur la côte ouest. Le premier salon de piercing officiellement ouvert est ouvert par Jim Ward en 1975 à Los Angeles. D'ailleurs, je trouve ça plutôt beau, puisqu'encore aujourd'hui, Los Angeles, c'est un peu pour moi la ville qui rime avec piercing, puisqu'il y a la marque par exemple BVLA, je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est Body quelque chose. Los Angeles, c'est la marque de piercing de star, un peu de bijoux de haute couture, si on peut dire. Bref, ce Jim Ward, il crée aussi une revue spécialisée dans le piercing qui s'appelle PFIQ, Piercing Fine International Quarterly. Ok. Et dans un premier temps, à l'exception des punks, les piercings sont plutôt réservés à une catégorie un petit peu spéciale, donc les sadomasochistes et la communauté LGBT. Est-on étonné? Moi pas. Et d'ailleurs, le lectorat de la revue D'ailleurs, le lectorat de cette fameuse revue est alors assez atypique puisqu'en 1985, il y a 37% des abonnés qui sont gays, 15% bisexuels et 57% qui sont impliqués dans des jeux BDSM. J'espère que je ne vais pas être démonétisée. Et alors pour le piercing, ça va très vite parce que dès les années 80, on assiste à une banalisation des piercings. Ça devient de plus en plus courant de se faire percer et on voit des shops qui commencent à apparaître un peu partout aux États-Unis, puis en Angleterre et dans le reste de l'Europe qui va suivre. Et puis on s'éloigne complètement en fait du stéréotype sadomasochiste ou alors LGBT pour une pratique, j'ai envie de dire, du quotidien. Tout le monde commence à se faire percer sans aucune raison de pratique BDSM derrière. Même si ça reste quand même plutôt priorité pour les communautés un petit peu spéciales du genre les punks, les rockers et aussi bien sûr the gay. Même si le tatouage et le piercing sont assez bien intégrés dans notre société, ça reste encore un acte assez marginal. Mais on va essayer de comprendre quand même pourquoi ça intéresse autant les gens de souffrir. En effet, je trouve que c'est assez intéressant de voir comment dans nos sociétés où on essaye de prendre le plus de plaisir possible, de voir que des pratiques comme le piercing et le tatouage où la douleur est assez centrale dans le processus peuvent aussi bien marcher parce que, encore aujourd'hui, parce que ces pratiques deviennent de plus en plus populaires, parce que ces pratiques deviennent de plus en plus populaires, vous l'avez sans doute remarqué. Tout d'abord, c'est un moment très important pour les jeunes adultes et les adolescents. Bien sûr, ces pratiques ne sont pas cantonnées à cette
tranche d'âge, mais c'est à cet âge-là qu'on a le besoin de s'exprimer et de faire changer notre corps. Aujourd'hui, on a un peu perdu l'idée de la transgression, de l'ado rebelle qui se perce et se tatoue, mais ça reste encore un petit peu présent. Ce que je trouve particulièrement intéressant, et ça c'est en tant que personne tatouée et percée que je dis ça, c'est qu'on a le sentiment d'être unique, alors que pas trop. En effet, toute personne qui souhaite se faire tatouer et percer passe souvent par les mêmes états d'âme qui est où est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Chez qui je vais aller? Combien ça va me coûter? Est-ce que ça va être bien fait? Est-ce que l'hygiène sera là? Comment est-ce que je vais m'occuper des soins? Etc. etc. On peut voir vraiment cet événement comme un rite de passage et ça c'est une notion que je vais essayer de développer un peu plus dans cette vidéo. Ça y est, on est adulte. Alors c'est pas en ces mots-là, mais c'est presque ça en fait. Surtout pour le tatouage. C'est souvent the big deal, même si pour le piercing ça reste quelque chose d'assez coup de tête, on va dire. Et puis il y a énormément de questionnements qui vont avec. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles mes vidéos sur mes infections de piercing, sur mes piercings les plus douloureux sont celles qui ont le plus de vues parce qu'on se demande mais est-ce que ça fait mal? C'est la grosse question qui brûle les lèvres de tout le monde en fait. Et j'ai envie de dire aussi, on devient de plus en plus picky. On essaye vraiment de faire un tatouage le plus beau. Ça c'est vraiment quelque chose qui a le vent en poupe depuis une dizaine d'années. Je me souviens moi quand j'étais jeune, on allait plus se faire tatouer, voilà, pour se faire tatouer. Et aujourd'hui il y a vraiment cette idée d'arriver à trouver le bon motif, le bon tatoueur qui saura nous correspondre. Et d'ailleurs on remarque que beaucoup de tatoueurs se permettent de refuser des projets lorsqu'ils sentent que c'est pas du tout leur style. Alors bien sûr il y a cette question de l'esthétique qui revient beaucoup forcément à le beau. Un truc que je trouve drôle, c'est qu'il y a vraiment cette idée que les tatouages deviennent comme des œuvres d'art. Il y a certains tatoueurs qui sont tellement doués que quand tu obtiens une œuvre d'eux, t'as l'impression d'avoir un petit bout de Monet, un petit bout de Van Gogh sur la peau, quoi. C'est assez incroyable. Le petit bémol, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer de mode. On remarque qu'il y a certains piercings qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui, comme le piercing à l'arcade, qui semble être un petit peu démodé, même s'il y a encore des gens qui le font, et moi je trouve ça très mignon, hein. Mais il y a quand même cette idée de « Ah, c'était plus les années 2000 ça ». Et du coup, il y a le risque, dans un tatouage, qui se passe un peu la même chose. Beaucoup de gens regrettent leur tribal en bas du dos aujourd'hui parce que c'est plus du tout à la mode. Et en effet, il y a dans le tatouage et dans le piercing cette idée de être à la mode. Ce qui d'ailleurs en déplaît à beaucoup de personnes qui critiquent cette manière de dire ah, faut pas faire des tatouages parce que c'est à la mode, nanana. Voilà, il y a toujours voilà, et c'est un truc que je remarque beaucoup, c'est que le monde du tatouage n'est pas du tout un monde forcément bienveillant et qui accepte tout le monde. Il y a des tatouages et des piercings qui sont un petit peu mal vus. Par exemple, je pense aux piercings génitaux. Souvent, ça va être non, pas les piercings là, Burk, non. Ou bien alors les tatouages qui sont faits au handpoke, pas à la machine. Ah, Burk, c'est mal fait. Et plus bizarrement, je sais que je connais beaucoup de personnes qui trouvent ça très moche, les tatouages en style réaliste. Alors que personnellement, je trouve que c'est un des styles les plus stylés, mais voilà, il y a ce côté un peu ah non, c'est trop vrai, du coup j'aime pas. Je sais pas, peut-être qu'il y a ça, j'en sais rien. Très souvent des personnes sacralisent ce truc de changer son corps et qui ne veulent pas que ce soit fait juste dans la masse. Et donc ils vont critiquer les personnes qui font des tatouages un peu communs. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas tous d'accord sur le sujet et qu'on ne le sera jamais. Et au fond, j'ai envie de dire, on s'en fout. Le tatouage, c'est aussi une manière de se montrer au monde, de s'exposer au monde. Rares sont les personnes qui se taisent sur la signification de leur tatouage. Vous l'aurez remarqué, très rarement, très souvent, tu lances une personne sur le sujet, elle ne s'arrête plus. Et pas seulement sur la signification, d'ailleurs sur le prix, la douleur, comment ça s'est passé, l'échange avec le tatoueur, etc. Et d'ailleurs, je suis la première à le faire, j'en ai même fait des vidéos publiques sur YouTube, donc c'est pour vous dire. Et donc, les tatouages sont une partie de notre vie mise à peau. On s'expose vulnérable. C'est pour ça peut-être qu'on cherche des endroits cachés. Le temps n'est pas le seul facteur à altérer notre peau. On peut le choisir soi-même. On choisit soi-même d'altérer sa peau, pas seulement le temps. Et éterniser l'instant, le graver à jamais. C'est aussi notre raison pour laquelle on se fait tatouer, c'est de dire voilà, là, on s'arrête, on fige l'instant, un petit peu comme une photographie finalement. On peut éterniser une relation, un mariage, une naissance, la voir dans notre peau, marquer le nom des personnes qui nous ont marqués. Et les tatouages ont aussi ce truc d'amulette, de protection. Je connais beaucoup de personnes comme ça qui ont des tatouages qui semblent les protéger véritablement. Et je pense, à titre personnel, c'est aussi mon cas et c'est aussi le cas de pas mal de mes piercings. D'ailleurs, pour ce qui est du piercing, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut un temps d'acceptation. C'est un corps dans le corps, un corps étranger dans son corps. Et autre particularité du piercing et du tatouage un petit peu, mais surtout le piercing, c'est qu'il joue avec notre quotidien, il peut changer notre manière de vivre. On ne peut pas dormir dessus pendant un certain moment, il faut adapter notre hygiène, notre douche pour arriver à ne pas l'abîmer et surtout à éviter ce qu'on ne veut absolument pas dans le piercing, c'est l'infection. Ça change beaucoup d'autres choses, ça peut changer notre manière de faire l'amour, notre manière de nous nourrir si on se perce autour de la bouche, de dormir,
nourrir, de se laver, etc., etc. Ça nous apporte d'autres choses, telles que par exemple des tics. Combien de personnes ont de piercings et sont tout le temps en train de les mâchouiller, en train de les toucher? Moi la première, c'est insupportable. Bref, il y a une véritable relation qui se noue avec nos piercings. C'est marrant, hein. Encore une fois, il y a cette idée de corps dans un corps. Et pour beaucoup, je pense qu'une des plus grosses peurs, c'est un jour de se réveiller vierge de piercings et de tatouages. C'est d'ailleurs une des particularités du piercing. À la différence du tatouage, celui-ci peut s'enlever facilement, ce qui entraîne bon nombre de personnes à se faire percer sur un coup de tête parce que bon ben, au pire je l'enlève, ce qui est tout à fait vrai. Le tatouage c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est un peu un mariage. Même si le tatouage c'est pour le meilleur et pour le pire, il existe quand même des manières de s'en séparer et ça, il en existe depuis l'Antiquité. Et oui, on parle notamment donc de des tatouages par brûlure à l'acide. J'ai lu un livre récemment qui expliquait quelle solution poser sur un tatouage pour le faire disparaître. C'était hardcore et ça datait du 19e siècle. En tout cas, je le répète, même si j'ai fait une vidéo sur le détatouage où j'ai essayé un petit peu de comprendre ces pratiques, c'est une vidéo qui date mais on va pas revenir dessus. Mais je respecte la décision des gens qui veulent le faire retirer. En fait, je pense que c'est normal et c'est humain de changer d'avis. On a un corps qui évolue avec nous, on change d'avis, notre regard sur le monde évolue. Par contre, je ne pense pas que ça justifie les questions du genre « Ah mais t'es sûre, tu vas peut-être le regretter un jour ». Ça, en général, on essaie de pas donner son avis, les gens font ce qu'ils veulent. Merci, gardez votre avis pour vous. Le tatouage, c'est aussi un rituel, un moment de connexion avec le tatoueur. Beaucoup en parlent comme ça, comme d'un moment très privilégié où ils vont pouvoir parler de choses dont ils n'auraient pas osé parler avant. Je pense qu'il y a une relation encore plus proche par exemple qu'avec un médecin ou un gynécologue. Parce qu'on va avoir le corps qui va être marqué par une autre personne pour le restant de sa vie et ça c'est quelque chose d'assez ouf. Plus qu'un rituel, le tatouage, c'est aussi un rite de passage. J'en parlais déjà dans une de mes plus vieilles vidéos sur ma chaîne, qui y a bien 5-6 ans, je sais pas, à propos du piercing au septum, qui était dans beaucoup de civilisations, passé en fait un acte de passage pour les femmes de 13-14 ans, quand elles passaient de fille à femme, en fait, à l'âge adulte. Et ça, on retrouve ça dans beaucoup de civilisations, par exemple, dans les îles Samoa, un garçon qui n'est pas tatoué, il ne peut pas être un adulte, en fait, c'est encore considéré comme un enfant. Il n'a pas le droit de se marier par exemple. Comme disait Lévi-Strauss, ça fait toujours classe de citer Lévi-Strauss, je trouve. Pour un peuple du Brésil, il disait qu'il fallait être peint pour être un homme, celui qui restait à l'état de nature, ne se distinguait pas de la brute. Donc voilà, et d'ailleurs, autre exemple, en fait, au Cameroun, les Bafias du Cameroun, ils se scarifiaient parce qu'ils pensaient que ça permettait de les différencier des singes et des autres animaux. Donc il y a vraiment cette idée que le corps nu, c'est la nature. Et le corps orné, ornementalisé, tout de suite on est dans cette idée de culture. Ce que j'ai aussi pu retenir dans ce livre, c'est qu'il comparait Ce que j'ai retenu aussi de très intéressant dans ce livre, c'est qu'il compare l'idée de scarification, donc les scarifications, mutilation, en fait, automutilation à soi-même, sont pour certains adolescents et jeunes adultes en fait un moyen de passer outre une douleur trop immense. En fait, ils font subir à leur corps une douleur moindre que celle qu'ils ressentent intérieurement et c'est pour beaucoup, ça leur permet en fait de survivre. Donc voilà, je n'ai pas expérimenté ça moi-même, si jamais vous en souffrez, s'il vous plaît, faites-vous aider, ne restez pas seul, il existe des solutions. D'ailleurs, petit point douleur, on notera que l'invention du dermographe en 1891 a nettement... Ce qui est aussi intéressant avec la douleur, c'est que soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà, j'en ai parlé dans une vidéo dernièrement, la douleur c'est extrêmement personnel. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce n'est pas anodin, la douleur ça arrache à un quotidien et ça entraîne une profonde métamorphose. On n'est plus le même en fait, je pense, après avoir vécu la douleur d'un tatouage. Quand je dis qu'on aime ou on n'aime pas, pour certaines personnes, la douleur est recherchée. Alors, pour ça, je pense que le phénomène scientifique est très simple. Le tatouage provoque de l'adrénaline. Donc, sur le coup, ça fait mal, puis après, on a une montée d'adrénaline qui est une drogue, enfin une hormone, mais qui provoque, enfin qui marche comme... Enfin une hormone, mais ça marche comme une drogue, hein, concrètement, et du coup, c'est pour ça qu'on a envie d'y retourner, qu'on a envie de se refaire de nouveaux tatouages et de nouveaux piercings. Forcément, qui dit douleur dit recherche de dépassement de soi et aussi un petit peu de virilité. Je dis virilité parce qu'on trouve le tatouage notamment dans beaucoup de gangs en fait, dans gangs. Je dis virilité notamment parce qu'on retrouve dans beaucoup de gangs, notamment mexicains, américains, tout ça, d'Amérique latine aussi forcément. Le fait de se faire tatouer non seulement pour faire partie d'un groupe, mais aussi pour montrer qu'on est un vrai bonhomme, on a résisté à la douleur, t'as vu? La modification corporelle au prix d'une douleur permet de se reconstruire. On se reconstruit dans la douleur. Autre point important, on cherche de se différencier. Se différencier,
On cherche par l'acte de se percer ou de se tatouer à se différencier. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on s'affilie plus qu'on se différencie. Puisqu'en fait, l'idée ne nous tombe pas du ciel, on le voit chez les autres, on peut le voir au cinéma, chez des amis, dans notre famille, et on se dit, tiens, moi aussi, j'ai envie d'avoir la même chose. Donc en fait, il y a ce truc aussi de mimétisme. C'est une influence sociale, on voit quelqu'un tatoué, et du coup, on décide de se faire tatouer, quoi. Pourtant, on ne recherche pas forcément à faire partie d'un groupe. Je citais tout à l'heure l'exemple des gangs, mais c'est un exemple assez rare en fait dans le tatouage, puisque aujourd'hui, comme je le disais d'un point de vue contemporain, le tatouage et le piercing, on cherche plutôt en fait à se différencier. En fait, c'est pas super bien vu de faire partie d'un groupe. Je crois que peu de personnes en fait cherchent comme ça à être identiques à quelqu'un d'autre. Et donc avec les tatouages et les piercings, on se bricole une mythologie personnelle. On a connaissance de rites passés, le tatouage s'est associé à des rites millénaires, depuis des milliers d'années on se fait tatouer, et du coup on s'inspire de ça, mais on se crée notre propre mythologie, notre propre personnage. Et ça, je trouve ça très fort. On sacralise en fait la personnalité. À l'inverse des sociétés traditionnelles qui, elles, ont inventé le tatouage. Je sais pas si vous me suivez. Et pour en revenir au rite sur le passage de la vie adulte, c'est souvent un big deal, donc quand on est jeune, et il marque une prise d'autonomie, et c'est souvent un moment déclencheur dans la vie. C'est un moment déclencheur et c'est souvent motivé par un événement encore plus fort derrière. Ça peut être par exemple, après une grosse période de stress, exemple le bac, ah ouais, à la fin du bac, allez, je vais me faire tatouer. Ou un autre mouvement extrêmement stressant, la fin d'une thérapie, ou alors au contraire le début d'une thérapie, je ne sais pas. Je pense que une des choses les plus belles avec le tatouage et le piercing, c'est qu'ils permettent de faire corps en fait, d'habiter notre peau et et d'être plus heureux dedans. Je pense que ça fait partie de ces choses qui nous permettent d'aimer notre corps. Combien de personnes je n'ai pas entendu dans ma vie dire « Ah, maintenant que je suis tatouée, je me trouve beaucoup plus beau, beaucoup plus belle. » Et moi, je suis la première à le reconnaître. D'ailleurs, mes parties du corps qui sont tatouées sont maintenant mes parties du corps préférées. Et d'ailleurs, on peut aussi apparenter le fait de se faire tatouer et percer à une forme de performance, une forme de création artistique. Non seulement on orne son corps d'un ornement, mais il y a aussi donc tout le côté en fait douleur et événement par lequel on doit passer pour se faire tatouer, qui pour moi vraiment rentre en réflexion avec les performances artistiques qu'on peut voir dans les musées et ailleurs. Voilà, ça me fait penser. Pas seulement être soi-même, mais c'est aussi être l'image de soi. On extériorise la personne qu'on est à l'extérieur pour que les autres le voient. Il y a ce côté un petit peu ambivalent entre le fait de un peu chercher à ne pas forcément montrer son tatouage à tout le monde, et en même temps savoir qu'il va pouvoir être vu par d'autres personnes. Je sais pas si vous me suivez. La marque corporelle est une cuirasse symbolique, une ligne de défense permettant éventuellement de se séparer des parents, de couper symboliquement le cordon ombilical, d'échapper au malaise de l'adolescence et de prendre enfin corps avec son existence. Elle procure une seconde peau protectrice, une enveloppe rassurante enracinant le sentiment d'identité personnelle sous une souche faisant sens. Et c'est souvent une prise d'indépendance par rapport à ses parents. On note d'ailleurs que beaucoup de parents sont contre l'idée que leurs enfants se fassent percer ou tatouer. Il y a souvent ce besoin de devoir négocier dans beaucoup de familles. D'ailleurs, ça me fait penser qu'une de mes vidéos qui a le plus de vues, alors qu'elle est très très nulle, c'est ma vidéo sur comment convaincre ses parents pour un tatouage ou un piercing. Et je crois qu'il y a vraiment ce truc en fait très bizarre où les parents ont comme ça ce besoin peut-être de contrôler le corps de leur enfant. Ça, c'est quelque chose que j'avoue je ne comprends pas beaucoup. Avec des phrases du genre « Ah mais tu es très très beau comme je t'ai fait, tu n'as pas besoin de changer ». Autre chose que je trouve très intéressant avec le monde des modifications corporelles, c'est tout d'un coup, on devient en connivence avec plein d'autres personnes. Alors vous avez peut-être déjà vécu ça en soirée par exemple, que vous ne connaissez personne et que d'autres personnes sont tatouées, vous allez être genre « Ah !» On va pouvoir avoir un sujet de conversation et ça permet parfois même de débloquer des conversations quand on est un peu timide. On commence à parler de ses tatouages, on commence à questionner les tatouages des autres. Et ce qui est pas mal je pense, c'est que dans un sens on n'est pas obligé de dire toute la signification, on peut simplement en parler. Et encore une fois, on adore parler de tatouage. Le négatif de tout ça, selon moi, c'est qu'on a encore tendance à un peu trop stigmatiser les personnes tatouées, percées, etc. Voilà, problèmes d'embauche parfois, beaucoup de problèmes de stéréotypes. On pense que toutes les personnes tatouées ou percées sont des bad boys ou ce genre de choses, alors qu'encore une fois, c'est pas forcément le cas. On l'a un peu vu aujourd'hui, il y a des raisons bien plus profondes pour se faire tatouer ou percer. On aborde maintenant un point qui me faisait un peu peur. On va parler de l'érotisation des corps tatoués et des corps percés. Une fois encore, la tendance globale voudrait que les corps tatoués soient plus sexy que les autres. De mon point de vue, on ne s'inflige pas des heures de douleur juste pour baiser. Donc voilà, c'est un petit peu con. Ça ne vient pas de la personne tatouée ou percée, bien sûr, le problème c'est le regard extérieur. D'un point de vue personnel, ça m'est arrivé plein de fois de recevoir des remarques extrêmement déplacées sur mes tatouages. Et je pense qu'il serait bien d'arrêter de fétichiser les personnes tatouées ou percées. Voilà, merci.
Cependant, il y a certains piercings qui ont, comme je parlais au début, été pris par la communauté BDSM et LGBT parce qu'ils ont des petits avantages érogènes. Donc c'est le cas par exemple des piercings génitaux, et comme on n'en parle pas assez souvent, j'ai décidé de vous faire la liste des piercings génitaux qui existent. Cette vidéo c'est vraiment n'importe quoi. J'espère que vous êtes contents d'avoir cliqué. C'est pas la bonne page. Alors pour les personnes possédant un pénis, nous avons d'abord les piercings au niveau du gland, le prince Albert, le empalang, la padrayava, le daido, le prince Albert inversé. On a aussi le piercing du prépuce, du frein, du périnée, aussi appelé guiche, ok, et bien sûr de la peau du pénis. En vrai je trouve ça trop intéressant. Et bien sûr, pour les personnes possédant une vulve, on peut avoir le capuchon du clitoris, les grandes lèvres et les petites lèvres. Voilà, un peu moins de choix. Et ça permet parfois d'avoir une nouvelle zone érogène inattendue, mais c'est aussi le cas pour d'autres piercings, pas forcément seulement les piercings génitaux. Je note aussi que les personnes tatouées sont aussi très fortes pour passer inaperçues, pour les cacher en situation un peu délicate, comme par exemple les repas de famille. Malheureusement, à partir d'un certain âge, les piercings et les tatouages deviennent moins bien vus. Et il semble aussi que ça touche forcément plus les femmes, puisqu'on a moins le droit de vieillir en règle générale. Finalement, le tatouage et le piercing, c'est aussi une profession à part, puisqu'il n'y a pas besoin de diplôme pour être perceur ou être tatoueur. Cependant, on remarque aussi que c'est une profession qui a au cœur une éthique très forte. Il y a beaucoup de perceurs et tatoueurs qui refusent de pratiquer certaines opérations, certains motifs, s'ils ne s'en sentent pas capables, ou si simplement ils pensent que ce n'est pas bien de le faire. Donc on a vraiment cette idée d'humanité, je trouve, au centre de ces professions, qui est aussi très belle et qui, je pense, une des raisons pour lesquelles elle attire, outre le fait que ça demande une créativité, et une créativité artistique qui doit beaucoup plaire bien sûr. Finalement, les modifications corporelles ont le temps devant elles, l'engouement qu'elles suscitent n'en est qu'à son commencement. D'ailleurs, selon les données sociologiques, c'est en perpétuelle augmentation. C'est notamment dû à l'individualisation de la société, ce besoin que ça de s'extraire du groupe, même si encore une fois on l'a compris, c'est une illusion. Mais aussi comme ça, ce besoin parfois de se rattacher à une culture déjà existante, que ce soit pour les peuples africains, asiatiques, océaniens, etc., polynésiens, bref, vous avez compris, on peut se rattacher comme ça à sa propre culture. D'ailleurs, je voulais dire un truc par rapport au tatouage maori, mais je sais plus ce que c'était, c'est pas grave. Écoutez, cette vidéo a été très longue, le soleil commence à se coucher parce que j'ai dû recommencer 1 million de fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker pour soutenir mon travail et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'était très long, ça va prendre une éternité à monter. J'espère que ce format podcast vous aura plu. C'est un sujet qui me passionne énormément et je suis contente d'avoir pu faire une vidéo qui change un petit peu uniquement de mes revues de piercing et de mes expériences de tatouage, mais vraiment de parler d'un point de vue un peu plus extérieur. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!